est l'autre grand axe des voyageurs et des commerçants. Il est vraiment en train de nous envoûter complètement avec son histoire de Sinbad le marin. En plus de ça, tu Alors ça, on va t'imagines? parler des mille nuits aussi, mais si. Mais Voilà. raconter des histoires, c'est quelque chose de Ah merveilleux. oui, Et les vivre, c'est fabuleux. absolument. Oui, et ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il faut que le voyage débouche sur une belle histoire. Ça l'est forcément. Ah, une histoire Puisque c'est profonde, une histoire découverte. forte. Mais oui. Voilà. Belle, oui, à partir du moment où elle est Forcément. forte, émouvante, accidentée même, elle Alors, est belle. Pour ceux qui... Alors pour- Accidenté, je sais pas. Ah Mais ben, bon, hein. il y a toutes sortes d'accidents, Ah oui, oui, oui. Il y en a des sympas. il y en a des sympas. Alors ça s'appelle pas des accidents alors. Euh, Je oui, sais ça pas. dépend comment, c'est vrai, tu as Je sais raison. pas, je te taquine. T'as Parce que raison. tu m'avais dit. Tu as raison, tu peux, tu as tous les droits. Non. Tu es l'invité, tu as tous les droits. Merci. Alors, en ce qui concerne les questions de sécurité, ça, il faut quand même en parler, être très clair là-dessus. Je vais faire un parallèle. L'Égypte, il y a 2 ans, donc avant la révolution que l'on sait, la révolution populaire, a été pendant des décennies un pays extrêmement touristique. Alors c'est une destination que j'adore, j'y suis allé une 20aine de fois au moins pour des reportages. Par contre, on n'ignore pas qu'il y a eu des attentats très graves dirigés directement contre les touristes. L'attentat de Luxor était une boucherie. Il y a eu l'attentat de Sharm el-Sheikh. Il y a eu l'attentat de Tabat. Peut-être une centaine d'étrangers tués, dont des touristes, visés directement au cours de ces attentats. Et à aucun moment, alors c'est sur des périodes très courtes, le pays a été boycotté, et puis le flot des touristes est reparti de plus belle. Alors comment il se fait que ce pays n'a pas été diabolisé comme l'a été l'Iran depuis plus de 30 ans? Il y a une raison très précise, c'est qu'il y avait des intérêts énormes en termes de tourisme. Les plus grosses chaînes hôtelières du monde étaient implantées, le sont toujours d'ailleurs en Égypte, les hôtels 3 étoiles, 4 étoiles, des intérêts considérables en termes économiques, ce qui fait que les masses médias ont continué à encourager les touristes à aller en Égypte. Alors je trouve que c'est une bonne chose que les touristes aillent en Égypte, mais il faut bien comprendre comment fonctionne ce système de conditionnement. L'Iran, la révolution islamique de 79, plus de 35 ans donc de ce nouveau gouvernement, pas un seul touriste étranger tué en Iran. Alors, cherchez l'erreur. Quelle est la destination qui comporte le plus de risques? Or, il se trouve que régulièrement, on bassine à la radio, à la télé, les Français avec les histoires d'enrichissement d'uranium, de la bombe atomique. On leur fait peur, on distille la peur à longueur d'année, et forcément, les résultats, c'est que le pays est déserté par le tourisme. Il y en a quand même qui vont, il leur arrive rien. Donc, quel est le pays qui présente le plus de risques? Il faut voir les choses en face. Il faut faire la part des choses. Et bien entendu, en Iran, il se trouve que maintenant, tu n'as pas les grandes marques touristiques qui sont présentes. Donc, ce n'est pas un marché. Donc, en tant qu'affaire, on l'enfonce, on détériore l'image de ce pays. C'est vrai que c'est assez troublant, le fait qu'il y ait... Moi, ce que tu viens d'expliquer, il est certain que... Bon, j'en vois partir et revenir il n'y a pas les régulièrement. grandes chaînes, quoi, en Iran. Il n'y a pas les grandes chaînes, il n'y a pas les grosses structures touristiques, les tours opérateurs... Les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Et les tours opérateurs français ont du mal aujourd'hui à envoyer donc des touristes en Iran à cause de cette peur qu'on répand à longueur d'année à travers les médias. Il y a aussi le fait qu'avec ces grandes chaînes arrive aussi le phénomène un peu du tourisme de masse, Oui. donc du tourisme très bon marché, alors que si tu veux l'Iran, comme il y a peu de personnes, évidemment, c'est pas non plus les mêmes tarifs. Alors ce qu'il faut savoir, paradoxalement, c'est que comme le taux de change... Il y a Nathalie qui fait « Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Non, je vais t'expliquer. Il s'est passé Allez. quelque chose d'intéressant. Enfin, intéressant. Non, pas intéressant pour Allez, le pays. enfonçons un peu les clichés. Non, là. non, Ben mais oui. il faut savoir que le taux de change a énormément baissé. La monnaie s'est énormément dévaluée. Ce qui fait que malheureusement pour l'Iran, parce que le pays connaît une crise économique considérable, mais pour les étrangers, je suis désolé de dire, c'est tout bénef.
parce que leur monnaie est d'autant plus forte et tu peux voyager, tu peux prendre le train, pardon, pas le train tellement, mais la voiture, les taxis, les bus, l'avion à des tarifs qui sont absolument dérisoires par rapport aux tarifs qui sont pratiqués en Europe. Donc le malheur des Iraniens fait le bonheur des touristes. Ils peuvent voyager à peu de frais en Iran actuellement. Il y a aussi le problème, si tu veux, de certaines personnes qui disent « Ah ben oui, mais nous, au niveau politique, ça ne nous plaît pas, donc on ne veut pas voyager là-bas parce que c'est une sorte, bon, je dirais pas d'encouragement, mais disons une sorte, tu vois, d'être d'accord avec ce qui s'y passe. » Alors que dans beaucoup de pays... Alors, ils allaient en Égypte, pourtant. Oui, non. Et qui était en Égypte, en Tunisie, et qui dans beaucoup était des d'autres dictatures pays, terrifiantes. Absolument. Et dans beaucoup et puis la question se pose toujours, est-ce que je vais là-bas pour regarder et à la limite témoigner, à la limite non, et témoigner et voir autre chose, ou est-ce que je refuse d'aller là-bas et je boycotte? Ça c'est... Mais il est où le boycott? Chez les personnes, je pense qu'il est Non, mais mental. finalement, dans ce qu'on est en train de dire, parler de dévaluation de monnaie, il est où le boycott? Ah ben le boycott, il vient des politiques, hein, ça c'est clair. Oui. Ça toujours. Ben oui. Et si tu veux, comme ce sont les politiques qui tiennent aussi, et puis les grandes firmes qui tiennent l'info, bon ben, on continue. Hein, ben non, on n'est plus obligé de penser de la même manière, je pense, à un moment donné. Ben j'espère que non. Hein. Voilà. J'espère qu'il y a même des résistances. Ah ben il y en a. Ouais. Alors ce que j'aimerais bien, parce que je pensais aussi qu'on évoque la bonne manière de voyager, les bons réflexes. Alors, est-ce qu'on en parle maintenant? Oui, on en parle maintenant. Musicale, Moi, non, parce que la clé est sur la table. D'accord. Donc, il faut que j'aille dans la cabine technique. Donc, chez je vais chez Lulu. Et donc, tu vas nous expliquer la bonne manière de voyager. Et moi, je vais chercher la musique qui va suivre. Merci. Alors, la première séquence, ce sera « Je pars, je vais à Téhéran ». Donc, pour te dire la bonne démarche, la bonne façon de voyager, il y a ce qui se fait avant, ce qui se fait pendant et ce qui se fait après. Déjà, pour bien voyager, il faut passer beaucoup de temps avant. Passer du temps avant, c'est-à-dire se documenter, ne pas s'arrêter uniquement à la brochure, mais faire un travail de fond. L'Iran, c'est un territoire, c'est, comme je le disais, c'est une mosaïque ethnique. Tu as des ethnies, tu as les Azéris, là je vois qu'il y a une carte de l'Iran devant Nathalie, donc les Azéris dans le nord-ouest, les Kurdes également, du côté de la frontière irakienne, tu as les Khorasani, donc la région d'où je viens au nord-est, tu as les Baloutches au sud-est, et tu as les Fars, donc les Perses, qui sont plus au sud. Donc c'est important de comprendre que c'est une mosaïque de peuples. Ce n'est pas quelque chose d'homogène, et il faut faire déjà une petite recherche dans ce domaine-là. Alors bien sûr, il y a l'aspect géographique, comment l'Iran est entouré, ça permet de comprendre beaucoup de choses, la mer Caspienne au nord, le golfe Persique au sud, la Russie, la grande puissance donc au nord, et puis aussi donc région à risque, puisqu'on a l'Afghanistan, le Pakistan à l'est, et puis la Turquie, donc autre puissance régionale au nord-ouest, ce qui nous amène aussi à toucher un peu de la géopolitique. Il y a aussi une autre approche qui est indispensable, c'est l'approche linguistique. Il faut savoir ce qu'est le persan. Le persan, la langue qui est parlée en Iran, j'ai toujours le persan et non le farsi, on dit le persan, c'est une langue d'origine indo-européenne. C'est une langue de la même origine que la langue que nous parlons ici en France. Et donc il y a une théorie qui veut qu'il y a plus de 4000 ans, des peuples ont émigré depuis la Russie méridionale. Il y a une branche qui s'est dirigée du côté du nord de l'Inde, une autre branche en Iran, ce qu'on appelle les Indo-Européens. Une autre branche de peuple, alors ça s'est fait sur des siècles, ça ne s'est pas fait en 2 temps 3 mouvements. Une autre branche de peuple s'est déplacée vers l'Europe et donc ça a donné les Celtes, les Germains, les Slaves, les Latins et
Donc tous ces peuples, on considère qu'ils ont une racine commune. Donc ils sont partis d'une sorte de nation mère que certains situent dans l'Anatolie et puis l'autre dans l'Europe de l'Est, donc des peuples indo-européens. Alors j'aimerais faire une petite démonstration qui est assez intéressante pour montrer à quel point il peut y avoir des ressemblances et des similarités au niveau de la langue. Et cela, on peut le faire à partir de l'alphabet. Alors, je cherche ma liste. Alors, est-ce que je vais la trouver ? Et si je ne la trouve pas, je vais le faire par cœur. Non, je l'ai. Alors, les chiffres de 1 jusqu'à 10. Je vais vous dire dans l'ordre ces chiffres-là, d'abord en sanskrit, qui est la langue ancienne savante de l'Inde, ensuite en latin, ensuite en français, ensuite en persan. Et vous allez voir à quel point on trouve des similarités. Alors, le chiffre 1, donc en sanskrit, eka, en latin, unus, en français, c'est 1, et en persan, yek. Le chiffre 2, dva, en sanskrit, duo, en latin, 2, en français, do, en persan. Le chiffre 3, donc trayas, en sanskrit, tres, en latin, 3, en français, et c, en persan. Le chiffre 4, en sanskrit, chatvaras, en latin, quatuor, en français je l'ai dit, donc c'est 4, en persan, chohor. Alors je continue dans la foulée, donc 5, sanskrit, pancha, latin, quinque, français, 5, persan, panch. Le chiffre suivant, 6, shash, sanskrit, sex, latin, 6 français, chiche, persan. Ensuite, sapta, sanskrit, septem, latin, 7, français, haft, persan. Je continue. Ashta, octo, ashta sanskrit, octo latin, 8, français, asht, persan. Le chiffre 9, nava, sanskrit, novem, latin, 9, français, no, persan. Et pour finir, donc le chiffre 10, dasha, sanskrit, décem, latin, 10, français, da, persan. Donc tout ça pour dire qu'il y a des similarités assez frappantes. Et c'est très important donc de connaître l'origine des pays et des peuples qu'on va visiter. Alors, les bonnes habitudes. Alors ça concerne la documentation avant même de partir. Après, bien sûr, les brochures, c'est bien, c'est important pour connaître son circuit, bâtir son circuit. Et puis après, il y a les attitudes sur le terrain. Comment voyager pendant ce qui doit être un moteur, à mon sens, un moteur assez régulier pendant le voyage, c'est la curiosité. On n'est pas obligé de suivre à la lettre un guide de voyage. On peut s'arrêter au milieu d'une avenue, on peut pousser la porte d'un commerce, on peut s'adresser à des gens, on peut leur poser des questions. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet objet? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On peut s'adresser à un jardinier, je sais pas, dans un jardin public, ça peut être n'importe quoi. Et essayer de communiquer à n'importe quel moment. Ce qui me semble important pour établir des rapports avec la population du pays qu'on visite, c'est le nom. On commence par demander à la personne comment elle s'appelle. Et les personnes ont un prénom et ont un nom de famille. Ça, c'est essentiel.
Combien de fois je me suis retrouvé à découvrir des reportages où on parle d'un tel rencontré dans un pays, où on cite que son nom. On dit voilà, Ali, je ne sais pas, au détour d'un trek ou d'un voyage, Ali était notre guide. Je trouve que c'est vraiment une sorte de manque de respect pour les personnes, parce que les personnes ont un nom de famille, ils ont une histoire, ils ont un passé. C'est important de connaître ça, de s'interroger sur ceux qui sont, d'où ils viennent, leur famille. Nathalie, tu as peut-être des choses à dire. Non, mais j'approuve totalement. Mais n'hésite pas à intervenir. Et il est très important de connaître le passé des gens que vous rencontrez. C'est gratifiant aussi bien pour vous que pour la personne qui va se sentir concernée, qui va éprouver du plaisir à voir qu'on s'intéresse à eux. Où est-ce qu'ils habitent, dans quel village, en savoir un peu plus sur leur famille, leurs origines. Ça, c'est très, très important. Et je vais citer une anecdote. J'ai fait beaucoup de reportages en mer Rouge, parce que je fais aussi de la photo sous-marine. Et il y avait un capitaine d'un bateau de plongée qui est très connu, parce qu'il connaissait comme sa poche nombre de récifs et de sites de plongée en mer Rouge, et que tout le monde appelait du nom de Hossein. Et alors je faisais un reportage sur ce capitaine qui était une personne absolument remarquable, et je pense pouvoir dire que je suis peut-être, parce que j'ai travaillé avec des publications, donc des magazines de plongée sous-marine, je suis peut-être une des rares personnes qui s'appelle Hossein Mekki, parce que j'ai pris la peine de lui demander son nom de famille et de savoir qu'est-ce qu'il fait. On écoute un peu de musique ? Avec plaisir. Oui. ای بهار یاسمون عید میرم به خونمون داد میزنم ای جان ای جان ای جان دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران ناز من بهار میاد گل به سبززار میاد در اومد جوونه ها دلم پر از بهونه ها بعد از اون جدایی ها عشق به من گفت که بیا 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 به هوای یار میرم وای که چه بیقرار میرم به خدا عاشقم و به عشق اون دیار میرم واسه موی کوچمون تنگ دلم تنگ دلم تنگ دلم تنگ دلم واسه یه محلمون تنگ دلم تنگ دلم تنگ دلم تنگ دلم میدونم از پنجره چقدر قشنگ منظره دوباره زنده میشه برام هزار تا خاطره من و یار مست بهار دست تو دست کوچه ها یاد اون روزا بخیر که یادشون قشنگ داره ناز من بهار میاد گل به سبززار میاد در اومد جوونه ها دلم پر از بهونه ها بعد از اون جدایی ها عشق به من گفت که بیا 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 ای بهار یاسمون عید میرم به خونمون داد میزنم ای جان ای جان ای جان دارم میرم به